vous nous faites un vœu pieux, vous nous racontez un peu l'histoire, vous nous faites un vœu pieux et vous dites on espère que les bonnes volontés arriveront à s'entendre. Bon, moi j'attendais des solutions. On attendait un peu des solutions. Par exemple, lorsque la Mauritanie a cédé sa partie, elle l'a cédé, alors elle aurait pu convoquer une conférence tripartite. C'est là où Boumediene est arrivé, a donné une claque à Ouldada parce qu'il avait donné, il s'était retiré du Sahara. Elle aurait pu consacrer ça. Hassan II a joué les Poutines et les Erdogan en allant délibérément lancer la marche jaune. Il se serait concerté avec l'Algérie, ils auraient donné un truc sur l'Atlantique à l'Algérie, l'Algérie aurait accepté. Voilà, il y a plein de choses. Donc là, on reste un peu sur notre faim. Merci d'être intervenu, et puis on espère vous voir bientôt. Au revoir. Non, mais là, on reste sur notre fin, quoi. Non, mais vous m'avez écourté. Est-ce que vous voulez que je vous donne les solutions? Non, mais je veux dire qu'on est là en tant que société civile. Vous avez effacé mon intervention comme ça. Non, mais elle sera dans le truc. Bon. Mais ce que je veux dire, que vous auriez pu nous éclairer. Vous auriez pu nous éclairer. Je vous répondrai. Je vous répondrai en 3 phrases. Non. Ça se passe comme ça, il n'y a rien à faire, etc. À ce moment-là, Non, mais là. Je vous répondrai en 3 phrases. Bon. Allez-y, Moustapha, allez-y. Bon, la première. C'est pas méchant de ma part, hein, c'est le débat, hein, c'est comme ça. Non, mais n'effacez pas quand même. allez-y, parce que ça différence. Qu'il me laisse, hein. Allez-y, Moustapha. Alors, allez-y. En 1972, le roi Hassan II avait... Attends, on écoute Moustapha Bazi, s'il vous plaît. En 1972, le roi Hassan II avait organisé à Ifrane une rencontre entre Ouldada, Mokhtar Ouldada et Boumediene. Ils se sont mis d'accord. Il y avait un projet. Ce projet-là, c'était premièrement que le Maroc cède définitivement le Sahara oriental à l'Algérie. Il laisse sa souveraineté à l'Algérie. Ça a été fait. Et que, le Sahara occidental, c'est marocain, mais on cède un couloir à l'Algérie sur l'Atlantique pour une durée indéterminée et d'exploiter ensemble les richesses de la région. Il y avait donc toute une construction économique, de sidérurgie, etc. Bon, il y avait ce plan-là, en 1973. Mais ce plan, en 1960, il y avait déjà la création, pour voir déjà la relation entre le despotisme et comment les colères prennent des formes qui sont des problèmes, pas des solutions. En 1973, les étudiants sahraouis qui étaient au Maroc, étaient dans l'université marocaine. Et je signale que c'est les fils et des petits-fils des Sahraouis qui étaient dans l'armée de libération du sud marocain. Et que l'armée de libération marocaine a amené à Rabat et à Casablanca. Il a financé leurs études, leur séjour, etc. Et ces gens-là manifestaient, parce que chaque fois qu'il a eu au Sahara, les Espagnols, la police espagnole, avec des brimades, il y avait des humiliations, etc. Ils ont manifesté pour dire qu'il faut que le Maroc ne traite pas cette question du Sahara par la diplomatie. Il faut qu'il la récupère. Bien sûr, le Maroc, comme régime despotique, les a massacrés, et bien sûr, une partie de ces étudiants sahraouis ont créé le Polisario. On dit donc, c'est comme ça que le Polisario a été créé. Donc, on va libérer notre Sahara. Et leur différence avec le Maroc, c'était pas marocanité, pas marocanité. C'était quel est l'outil de libération du Sahara. Vous êtes dans la diplomatie, nous, on est dans les armes. Mais c'est le retour du Sahara à la mère patrie. Ils ont employé ces mots. C'est les fondateurs du Polisario qui ont fait ça. Bon, donc à partir de là, l'Algérie n'était pas d'accord. Il était encore dans l'accord de 92. Et le chef du Polisario qui a créé le Polisario, Tafassid, était recherché quand il était parti en Algérie. Et c'est les opposants marocains socialistes qui l'ont passé en Libye. Donc au départ, c'est la Libye qui soutenait ces gens-là. Et d'ailleurs, ils ont commencé leur entraînement dans des camps d'entraînement où était la gauche marocaine radicale. Pourquoi vous dites ces gens-là, on parle des Régibans? Comment? Oui, des Régibans. On passe au débat, là. Non, là, c'est le débat, donc vous pouvez y aller. Là. Mais ça, c'est le ça, un quart d'heure.
Sophia Ahmad, votre micro. Oui, on va remonter à la période coloniale. Il existe les documents entre les Réguibas, et je parle des anciens Réguibas, et aussi de la période avant Hassan II, son père et son grand-père. Les documents existent dans les archives, vous pouvez aller les lire, vous allez entendre les tractations. Il n'a jamais été question pour les Réguibas d'être marocains. Jamais. Oh, ça, c'était une interprétation. Non, non, du tout, c'est écrit, monsieur. C'est Ben, écrit. Moi, je vous enverrai les documents. Je suis historien. Les documents, je vous enverrai les documents qui figurent dans les archives. Les documents existent. Le chef des Réguibas, à l'époque, il écrit à la France. Il y a des négociations, des discussions. Il parle même du voyage qui aurait été fait par le grand-père d'Hassan II à l'époque. Sophia, C'est les Réguibas. on laisse Sophia éteigner votre micro. Moi, Moustapha, je vous propose d'écouter Sadak Salam et de répondre à tous les deux. Allez-y, Sadak Salam. Non, moi j'étais très intéressé, je ne suis pas d'accord avec la réaction. Ça se termine par une perspective maghrébine pour résoudre ce épineux problème. Mais je n'ai pas entendu conférence de Tanger de 58. Je suppose qu'elle fait partie de ce que vous avez scalpé. Dans les 14 points de complication. Oui, mais il faut faire un arrêt sur image. Moi, j'ai 150 pages de rapport du SNEC sur cette conférence, parce que la France a pris peur. Et surtout qu'on a changé de terminologie. On a dit intermaghrébine, alors que 6 mois après, on disait confédération nord-africaine. Nord-africaine, c'est nord-sud. On parlait de... Et là, on a repris Ibn Khaldoun, le Maghreb, etc. Non, oui, il y a le Maghreb, il y a le Maghreb. Oui, c'est Est-Ouest. Pourquoi? Parce que Sa Majesté, Mohamed El-Khamis, a proposé, juste après la signature du traité de Rome, une confédération franco-nord-africaine. Il y avait quelqu'un que tout le monde a oublié, à Matignon, qui s'appelait Bourges Monori. Il n'a pas daigné répondre. Seul Mendes France, actionné sans doute par Borbide, etc., il a dit c'est une proposition que la France doit examiner pour lui donner suite. Parce que le roi voulait arrimer le Maghreb à l'Europe naissante. Et c'est une des grandes occasions manquées. Et le roi avait une sorte de mauvaise conscience après l'échec de la conférence de Tunis de 56, qu'on a fait échouer par la piraterie aérienne, parce que les indépendances négociées séparément étaient contraires à un accord signé à Paris entre le PPA, l'Istiqlal et le Néo-Destour. Les trois ont dit pas de négociations séparées. D'où on a parlé de gifle de Boumedienne à Ouldada, et Al-Fassi a reçu une paire de claques de Abdelkrim al-Khattabi au Caire quand il a approuvé Aix-les-Bains. Bon, il a dit vous avez trahi votre signature. Et on a appris par une confidence de Al-Fassi, il a dit j'ai reçu le soir dans une villa de Mahadi 2 personnes qui ont dit c'est Allal, il vaut mieux changer ton point de vue. Et c'était des hommes de main qui l'ont menacé. Bon. Or, la conférence de Tanger, dans la résolution, c'est le GPRA, le futur GPRA qui a dominé les débats, qui a arraché l'approbation de la constitution du gouvernement provisoire algérien, dont personne ne voulait, ni Bourguiba, ni Nasser, ni Mohamed El-Khamis. Mohamed El-Khamis, via les délégués, a monnayé ça contre la reconnaissance par les Algériens de la souveraineté marocaine, chérifienne, sur la Mauritanie et Tafaya. C'est tout. Il n'y a pas de Sahara occidental. Alors, à partir de quand cette... Mais bon, ça c'est... Non, vous êtes historien meilleur... Mais bien sûr, c'est une lecture que je ne partage pas. C'est pas une lecture, c'est signé par la délégation marocaine. Un document pour un Moustapha, appuyez sur le micro, Moustapha. Le micro. Le micro, s'il vous plaît. Un document pour un historien, on le fait parler. C'est une interprétation que vous faites. Non, moi je lis. Oui, mais d'accord, vous êtes objectif à 100%, l'objectivité n'existe pas. Donc, il y a des interprétations qui sont faites. Bon, je termine ma deuxième phrase. Je pense... Ma deuxième phrase, et je vous cède la parole. Hein.
D'accord. Non, mais Alors, la deuxième- il vaut mieux. Du Sahara occidental. Est-ce que vous Je pense. pouvez me laisser parler? Je pense, mon cher Oui, d'accord. Nasser, Je peux? Je peux. D'accord. Alors, donc, moi je ne suis pas d'accord. j'ai parlé que c'est une complication, c'est une complexité importante qu'il faut déconstruire petit à petit, argument à la main et document à la main. D'accord. Alors, donc, il y a ce problème-là qui est posé comme ça. Maintenant, on passe un peu du côté de l'espoir. Alors, quand on dit qu'on a commencé donc un groupe de Maghrébins, à peu près 400, un réseau de 400 Maghrébins, beaucoup de Tunisiens, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Marocains, peu de Mauritaniens, peu de Libyens, on sait pourquoi. Et l'idée, c'était de concrétiser, d'aller vers, avec un gros titre qu'on associe au livre, que je pourrais vous envoyer, une solution maghrébine est possible. Conflit du Sahara occidental, une solution maghrébine est possible. Et ça devrait se faire autour d'un colloque international à Marrakech, en fin de mai 2016. Et il y avait tout un travail, et Issa Qadri de la partie, avec Mohamed Harbi aussi, Mohamed Ben Saïd, etc. C'est tout un... Qui c'est Ben Saïd? Alors, c'est Ben Saïd, on m'a dit de vous présenter M. Ben Saïd Aïtidder. M. Ben Saïd Aïtidder, c'est maintenant le nationaliste marocain qui a une grande longévité. Il a vécu avec les Trois Rois, et depuis la lutte anticoloniale, et il était le chef de l'armée de libération marocaine du Sud. Donc le Sahara, il le connaît comme sa poche. Et tous les fondateurs du Polisario, c'est lui qui les a parrainés pour faire leur étude à Casa. Il a encore les fiches de tout ça, et j'ai travaillé sur ces archives. Donc, on a essayé donc, de faire un colloque à Marrakech, et on était presque arrivé, on a contacté tout le monde, les officiels et les non-officiels, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Espagne, en France, et le colloque allait se tenir avec participation de l'ONU, avec participation 3 semaines avant la tenue avec Polisario en présence. Et j'avais fait une interview à l'époque, je disais le Polisario fait partie de la solution. La République arabe sahraoui fait partie du problème. On va vers les solutions, ils sont là. Et c'est un colloque donc, qui devait réunir l'équivalent de 360 personnes, de différents bords, différents Sahraouis, présence des Sud-Africains, présence des Européens, etc. 3 semaines avant, il a été avorté aussi bien par les radicaux algériens que par les radicaux marocains. Et ça a été asphyxié et on a reporté ce travail. Depuis lors, nous travaillons en profondeur pour créer un imaginaire commun maghrébin, pour créer des symboles maghrébins pour donner idée à ça. Et on a commencé, par exemple, la revue Naqd a fait un numéro spécial, Ser Abdelkarim Khattabi, sur ça. Nous préparons au Maroc un grand colloque, Ser Abdelkader, l'émir Abdelkader algérien. On va tenir un colloque sur un Mauritanien, le Faloud Omer en Tunisie. Et on va tenir en Mauritanie un colloque sur Farhat Hachad pour créer un peu, transcender ces divisions de petites identités meurtrières, comme dirait... Moustapha Bouaziz, vous avez prononcé un mot très important, c'est l'imaginaire. Cet imaginaire, il existe. Moi, quand je suis au Maroc, je suis chez moi, je ne vois aucune différence avec l'Algérie. On se sent chez nous au Maroc. La question que je voulais vous poser, est-ce qu'il ne faut pas prendre la question dans l'autre sens? Est-ce que vous ne pensez pas que les systèmes politiques, que ce soit en Maroc, en Algérie, en Tunisie, qui sont des systèmes autoritaires, voire dictatoriaux, sont le principal obstacle à régler le problème? Est-ce qu'on ne peut pas le prendre à l'envers, si vous voulez, d'abord travailler pour peut-être une démocratisation de la région et peut-être un système peut-être pas homogène, mais au moins qui se ressemble, et construire peut-être ce Maghreb du peuple, ce Maghreb des citoyens. C'est ce que nous faisons et ce que nous avons fait d'une manière spectaculaire depuis 2012, en réunissant les jeunes de tous ces pays-là, en plein ce qui est appelé printemps arabe, une année après. On a donc amené 3 générations. Les fondateurs du Maghreb qui étaient encore vivants, ils étaient présents là, de la Libye à la Mauritanie. Les jeunes qui étaient en action, tous ces jeunes-là ont été réunis à Casablanca, au Maroc, en février 1912. Et
une quarantaine de chercheurs au milieu. 3 jours d'un travail de... C'est ce travail-là qui a amené en 1916 la conférence internationale qui devait trouver une solution maghrébo-maghrébine. Parce que vous connaissez les grands enjeux. Excusez-moi, on va passer Vous connaissez les grands enjeux. Au Maroc, monarchie constitutionnelle, monarchie parlementaire. En Algérie, respect du congrès de la Soumam, que l'armée se retire du pouvoir et donne aux civils. Et en Tunisie, restitution du pouvoir à la démocratie avec une constitution, avec le pouvoir de conscience. Ce sont les 3 enjeux. En tout cas, merci d'être intervenu. Ça a eu le mérite d'ouvrir un débat. On peut aussi, si vous avez des interventions sur d'autres sujets, parce que là, on va pas y arriver. Je voudrais intervenir sur 5 points par rapport à M. Kadri. Juste ça, hein, je suis... Est-ce que vous pouvez simplement donner votre prénom et... Pas de problème. André Bitton, bon, je suis intervenant, je suis contributeur sur Mediapart et je suis intervenant sur un domaine très précis et très sensible des libertés individuelles en France, les droits des personnes internées en psychiatrie. Nous avons provoqué une judiciarisation des internements il y a 13 ans qui était rejetée depuis le 19e siècle par la France, régime napoléonien. Alors, je voudrais vous dire, hein, sur le Covid, de toutes les façons, la période du Covid et du confinement, ça a été un bouleversement mondial. Donc c'est un changement de donne. Et vous avez raison de dire que c'est une nouvelle période à partir de laquelle on peut lancer de nouvelles bases. Alors ces nouvelles bases, une minorité de gens en profitent et peut-être qu'on les verra mises à effet en 2030-2040. Mais c'est très important d'y réfléchir. Absolument. C'est ce que je... pas sur un coup de baguette magique ou sur un claque. C'est une période. Effectivement, ce que tu dis par rapport à la situation, c'est celle-là. Mais les luttes vont faire advenir ça parce qu'il y a eu une prise de conscience à partir de là, notamment chez beaucoup de personnes. Une question qui doit vous là. Oui, la question est la suivante. Micro, prénom. Alors, c'est Moussa. Moussa, je suis un retraité des finances, quoi. Voilà. Là, j'interviens à titre particulier. Voilà, c'est tout. Moi, je voulais juste aborder un point. C'est un article qui a été écrit par Omar Razgoug, qui est un prof à Sciences Po Lyon, et qui a posé la question quels sont les pays de la rive sud qui ont intégré la dimension méditerranéenne dans leur politique extérieure et qui l'ont constitutionnalisée. Voilà. Et donc la question, parce que tu as parlé de constitution juste avant, je veux savoir si parmi les constitutions de certains pays, est-ce qu'il y a un article qui prévoit cette dimension méditerranéenne dans leur politique étrangère? En tout cas, ce que je peux te dire, et j'y suis pour quelque chose, voilà. Au Conseil économique et social où j'ai monté pas mal de collègues, dont un avis, on a travaillé pour qu'il y ait une journée internationale de la Méditerranée. Ça a été signé dans les engagements de Marseille en juin 2019, où 10 ministres de la rive occidentale ont signé cet accord pour qu'il y ait une journée internationale de la Méditerranée le 28 novembre. Ça, c'est déjà un acquis. Après, le reste, je suis pas assez je suis pas un homme d'État, je suis pas dans les secrets des dieux. Jacques Cheminade, une question, une intervention. Non, là, oui. Jacques Cheminade, c'est à vous. Oui. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Non, c'est un plaisir d'être ici. C'est différent. Non, je voulais dire une chose. Tout monde clos aboutit nécessairement à l'entropie, c'est-à-dire un système gagnant-perdant, destructeur pour tous. Donc comment en sortir? Il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, le monde, c'est une oligarchie financière qui le domine, une oligarchie financière numérique et de réarmement. Donc comment en sortir? Moi, je vois le Sud, que j'aime appeler le Sud planétaire, pas global, planétaire, la Chine et, je dirais, les pays des BRICS. On voit cette alternative. Je pense que là, il y a un levier pour un espace méditerranéen et qu'il faut le jouer. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des partenariats de souveraineté. Or, la Chine en a cherché en Europe orientale, c'est fini avec l'affaire d'Ukraine, où il y a un partenariat de souveraineté dans l'espace méditerranéen. Ça ne veut pas dire qu'on aime la Chine, qu'on est rallié à la Chine, ça veut dire que la stratégie internationale, on a là un effet de levier possible et qui me semble essentiel pour passer à un ordre qui soit gagnant-gagnant. Merci. Là-bas, une question? Allez-y, monsieur. Allez-y, allez-y. Oui,
moi, je suis très enchanté et très heureux de pouvoir participer à cette rencontre. Le micro là, celui-là. Oh, peut-être que pas besoin de micro. Asseyez-vous. L'émission, elle est enregistrée. Voilà, asseyez-vous. Ta participation sera précieuse. Voilà, asseyez-vous. Merci. Merci bien. Vous donnez, déclinez vos prénoms. Plusieurs sujets. Il faut éteindre des deux micros, sinon ça va faire le parasite. Ouais. Bon. Merci, hein, je redis que je suis très heureux d'avoir participé à cette rencontre. Faut vous présenter. Et je suis Bassirou Diarra, président d'une ONG malienne. Hein, j'ai été invité par notre ami Alain Aboukinan. Et je suis très heureux, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Wachoun. Beaucoup de questions ont été abordées au cours de cette rencontre, dont une question qui m'intéresse particulièrement, la question de la migration qui a été évoquée par les deux premiers intervenants. Très bien abordé, mais je pense qu'il manque un élément qui n'a pas été suffisamment évoqué, c'est les causes de la migration. Parce qu'à partir du moment où on parle des causes et on réfléchit aux solutions, et une des solutions que moi je mets dans le débat, c'est de dire qu'il faut s'attaquer aux causes, c'est-à-dire créer les conditions dans ces différents pays pour que les gens puissent rester sur place, développer leur pays, et c'est ça une des solutions. Une des solutions, parce que ce n'est pas de gaieté de cœur, pas du tout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens quittent leur domicile, leur pays, leur maison pour s'expatrier. Il y a des raisons et il y a des causes profondes. Et il faut s'attaquer à ces causes-là en créant des conditions de développement de ces pays. Merci. Professeur. Christophe Reveillard, donc membre de l'Académie. Simplement, sur l'Union européenne, c'est très rapide. Hein. Sur l'Union européenne, je pense qu'il ne faut pas fonder de faux espoirs sur l'Union européenne. L'Union européenne a un tropisme continental. Je cite un député allemand au moment de la discussion sur les budgets concernant les politiques méditerranéennes. C'est un député allemand qui parle. Il dit « Nous préférons soutenir nos frères de l'Est que nos cousins du Sud ». Très clairement, il faut dire que l'Allemagne impose ce tropisme continental à l'Union européenne. Elle est centrée, elle est vraiment sur le centre européen. Or, le problème, c'est que c'est l'Allemagne qui autorise de facto et un peu de plus en plus des jurés l'ouverture des budgets et des crédits. Donc, il y a concurremment une marginalisation des États ou des pays méditerranéens au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, les États du Nord, les États centre-Europe ont beaucoup plus de poids par leur coalition que les quelques États méditerranéens. Donc je pense qu'il ne faut pas fonder d'espoir exagéré sur la possibilité de l'Union européenne d'apporter des solutions à la Méditerranée. Merci. Vous avez complètement raison, et la preuve, c'est que la BERD, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, et que l'Afrique du Nord, c'est 3 milliards d'euros. Voilà, quand on a dit ça, on a tout dit. Merci, je crois qu'on va terminer maintenant. On va terminer. Donc, avant de donner la conclusion au président Louis Bachou et à Ali Rachbin, président de l'Académie de géopolitique de Paris, moi, ma contribution, vous la verrez dans l'ouvrage, je ne vais pas retarder le colloque. Les synthèses et préconisations, vous l'avez compris, nous sommes dans l'action, Humanil est dans l'action. Nous vous demandons de nous rejoindre, vous et tous vos réseaux. Nous allons construire les universités de la mobilité, nous allons construire les résidences culturelles et nous allons construire à la fois de nouvelles gouvernances et modifier les anciennes. Ça va nécessiter un peu de moyens, un peu de réseau. Nous sommes dans l'action. Ces réfugiés qui vont en Méditerranée sont nos concitoyens, nos frères. C'est la démocratie, c'est la liberté. Cette Méditerranée, vous l'avez senti, elle est pleine de passion. D'ailleurs, les débats autour de cette table l'ont prouvé. Donc, je voudrais fondamentalement vous remercier. Et pour terminer, avant le café de la fin, donner la parole à Louis Bachou,
Louis Bachou, c'est à vous de nous donner un ou deux mots de conclusion sur cette Méditerranée des solutions que nous avons abordée cet après-midi. Et ensuite, Ali Rasbin nous dira le mot de la fin. Si vous voulez, je reprends où j'ai laissé. Nous avons d'immenses problèmes et qui sont des problèmes communs, terriens. Nous sommes obligés de passer. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, nous étions moins de 2 milliards quand je suis né. Aujourd'hui, nous avons un problème qui est un problème immense, 500% de plus. Il faut absolument que nous arrivions maintenant à avoir un projet commun et qui soit un projet terrien. Et ce projet terrien, c'est quoi? Il ne peut être régi que par le droit des autres et le droit du vivant, et en même temps pouvoir, au travers de la Méditerranée dont je vous ai parlé, parce qu'elle est le cœur de l'Orient et de l'Occident. Et ce cœur doit pouvoir, enfin, à ce stade-là, parce que la vie de chacun, de nos enfants, nos petits-enfants et arrière-enfants, sont actuellement en danger, ces vies-là, il faut que nous ayons la capacité de travailler en commun. Et nous avons un projet beaucoup plus important que savoir quel est l'espace que nous donnons à l'Ukraine, dessiné de façon tout à fait, je vais dire, technique et symbolique, alors qu'aujourd'hui, nous travaillons dans le matériel, c'est-à-dire demain. Et c'est ça que je vous demande à tous, si vous participez à Humaniv, c'est de ne pas penser à vous, c'est de penser à tous les autres, parce qu'en même temps, vous pensez à vous, automatiquement. Je vous en remercie. Ali Rasbin, président de l'Académie géopolitique, encore merci 1000 fois pour votre accueil, votre disponibilité. Ali Rasbin, l'Académie géopolitique sera l'un de nos partenaires privilégiés pour l'Université des mobilités, entre autres. Ali, c'est à vous la parole.